Bien, donc bonjour à tous, bonsoir à tous ce soir. Donc bienvenue au cycle de conférences de l'Écosphère d'art des Rocailles. Donc je tiens à remercier donc Marc Desgrandchamps, futur artiste invité de l'école pour l'année universitaire 2010-2011, peintre contemporain, qui va ce soir vous présenter son travail. Donc bienvenue à tous et merci. Alors bonsoir, je vais vous présenter un ensemble de tableaux des années 2000 que nous verrons évidemment par reproduction interposée puisque nous n'avons pas les originaux dans la salle. Je vais vous lire en fait des notices que j'ai préparées pour chaque tableau, un commentaire pour chaque œuvre présentée. Ce commentaire, vous entendrez, éclairera un peu la façon dont je travaille et dont parfois comment je suis motivé pour peindre. Voilà comment les choses se construisent un peu dans mon travail. Alors, je vais vous lire les commentaires tout simplement parce que je préfère souvent rédiger plutôt que de parler comme ça directement pour des questions un peu de logique, d'articulation et puis de précision dans les termes. Voilà. Parce que des fois, les choses ne viennent pas toujours spontanément sous la langue. Donc, je préfère anticiper. Voilà. Donc, ça fera un peu comme un documentaire, ou l'émission Palette, par exemple, pour ceux qui s'en souviennent, ou des choses comme ça. Voilà, alors je commence. Donc, ce que nous voyons en ce moment, et dont la reproduction d'ailleurs est un peu palichonne, là, c'est un peu plus vif en réalité, c'est un tableau qui a été peint en 2008. Il est bien représentatif de ma manière. Alors, je dis manière plutôt que style, car la manière détermine une approche plus légère, qui ne s'identifie pas à une forme repérable et figée, contrairement à la notion de style. Ma peinture, alors je dis ma peinture car elle est le produit de mon travail, ma peinture est fluctuante et elle s'est développée tout au long des années au travers d'une pratique régulière. Alors, pas de progrès sans pratique était un slogan affiché au mur de la salle de danse où l'acteur Claude Melki apprend le tango dans un film de Jean-Daniel Paulet intitulé L'Acrobate. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais en tout cas, on voit une grande affiche avec marqué « Pas de progrès sans pratique ». Et ce slogan a attiré mon attention, car le mot « pratique » est un terme que j'utilise souvent pour qualifier le travail pictural. Dans mon cas, il s'agit d'une pratique qui cherche sa théorie, la théorie étant usitée ici dans un sens ironique, car cette activité mentale sert habituellement à qualifier la vie intellectuelle et artistique des années 60 et 70, plutôt que celle d'aujourd'hui. En revanche, l'idée de progrès attachée à celle de pratique, que l'on peut lire dans le slogan inscrit dans le film de Paulet, est une notion qui m'est étrangère. C'est pourquoi j'ai toujours défini mon parcours comme un développement. Ce n'est pas une évolution, ce terme induisant l'idée d'une finalité, d'un but à atteindre. Ma peinture se développe sans but et ne répond à aucun pourquoi. En ce sens, elle est très matérialiste. C'est un processus sans sujet ni fin, pour reprendre la formule d'un philosophe qui finit par étrangler son épouse. Je crois qu'il est intéressant, dans une école d'art, d'envisager ce point et d'avoir à l'esprit qu'une pratique, dans son exercice quotidien, se relie à une pensée. C'est dans la pratique que l'on expérimente la réalité et la puissance, l'ici-bas de sa pensée, pour citer les mots de Karl Marx, le Karl Marx philosophe qui pratiqua la philosophie qu'il n'écrivit jamais. Alors, pour parler concrètement de ce tableau, il fait 1,95 m sur 1,30 m et c'est une huile sur toile. Bon, je ne préciserai plus la technique parce que ce sont toutes des huiles sur toile que nous allons voir ce soir. Alors, ce tableau, il s'agit de ce qu'autrefois on appelait un paysage. Il est édifié à partir de diverses sources iconographiques. Je travaille d'après photos.
Cela n'a pas toujours été le cas, mais c'est ainsi depuis le début des années 90. Il y a les photos que je prends et celles que je trouve dans la presse ou sur Internet. Cela n'a rien d'original, beaucoup d'artistes et de nombreux peintres travaillent ainsi de nos jours. Sur cette toile, vous apercevez des montagnes et une petite ville nichée au sommet d'une falaise, petite ville qui est à peu près ici, nichée au sommet d'une falaise, un peu à la manière des citadelles construites par l'architecte Vauban au XVIIe siècle. Le tout est surplombé par le passage d'un avion, ou plutôt l'image du passage d'un avion, puisqu'il est définitivement immobile en peinture. Au premier plan, vous voyez certains éléments indéfinissables, sortes de débris biomorphiques qui viennent animer la composition tout en parasitant la vision. Donc des éléments comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon. Même comme ça, là, qui est caché par le... Bon. Donc, qui viennent parasiter la vision. Évidemment, ce parasitage est évidemment intentionnel. Il correspond à ma volonté d'inscrire à la surface du tableau une trace de nos perceptions malaisées, en matérialisant certaines difficultés à saisir le réel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ici dans un mode de représentation univoque. Au contraire, dans mes peintures, il y a souvent une équivoque de ce qui se donne à voir. Au-delà de la volonté de manifester un réel qui s'échappe, c'est la matière picturale elle-même qui induit ce type de perception. Elle est très diluée, sa fluidité entraînant des phénomènes de ruissellement et transparence. Ces phénomènes sont la cause des difficultés d'interprétation que l'on peut rencontrer en observant mes tableaux. Ces difficultés de perception. Cependant, leur motif demeure pour moi une évidence, motif des tableaux, tels qu'ils sont, ce qu'ils représentent. C'est pour les autres que la vision est parfois difficile. Donc, ici, nous avons un avion qui survole une cité sur un fond de montagne. Cet avion est peint à partir d'une image trouvée sur Internet. C'est un avion de guerre, un bombardier. J'ai réalisé ce tableau en septembre 2008. Mes peintures peuvent être des peintures d'humeur. Elles correspondent alors à des états d'âme passagers et témoignent d'une sensibilité, en l'occurrence la mienne. J'avais été, tout au long du mois d'août 2008, assez désagréablement impressionné par la courte guerre russo-géorgienne. J'étais au même moment sur une plage insouciante. Tout le monde a ressenti cela un jour, ce fait étrange d'être au soleil et en même temps la radio parle d'une guerre. Je me souvenais que les deux guerres mondiales, ainsi que d'autres conflits, ont commencé en été. Il n'y avait rien de tel en cet été 2008. Mais l'éruption de ce conflit me faisait brasser tout un lot d'idées pénibles et obscures. J'ai tenté d'exorciser cela en réalisant un ensemble où planait ce fantasme guerrier, le tableau que je vous montre étant sans doute le plus notable. Alors, ça c'est un tableau peint en 2008 également et qui fait 2 mètres par 1,50 m. Donc nous retrouvons ici les mêmes éléments biomorphiques avec le même fond montagneux. Une figure féminine est assise en train de lire en plein air. Alors je dis figure féminine plutôt que femme car nous sommes dans l'univers de la représentation. Ce n'est pas la réalité, c'est une tentative de représentation du réel qui, par le fait même qu'elle se constitue en peinture, se sait dans l'artificialité. C'est pourquoi nous avons affaire à des figures, à des représentations, dans le sens presque théâtral du terme, même s'il ne s'agit pas de théâtralité, la figure demeurant absorbée en peinture et ne manifestant aucun signe de reconnaissance vis-à-vis du spectateur. Ce tableau est bien représentatif de certaines constantes qui caractérisent mon travail. Par exemple, la monumentalité de la figure est typique de ma façon de construire les corps, toujours très charpentés, structurés, même si parfois ils ont tendance à se déliter, ce qui n'est pas le cas ici, où la présence est très affirmée entre ombre et lumière. Le ciel est bleu, rayé de grandes traînées nuageuses. Cela aussi est typique de mes tableaux. Je suis très sensible aux lumières franches, notamment celles du sud, quand les objets et les corps se détachent avec netteté dans l'espace. C'est peut-être parce que la matière diluée et délitée de mes peintures va vers une forme d'effritement
que je l'associe à une lumière tranchante qui, par contraste, éclaire et affirme les représentations. À ce propos, je voudrais vous citer une phrase extraite de la correspondance de l'écrivain Henri Thomas à une période où il séjournait en Corse. « Je deviens décidément un errant, fasciné par le bleu de la Méditerranée et les montagnes desséchées. Je commence à comprendre pourquoi toutes les grandes idées sont nées dans ce climat, où le moindre objet se dessine comme une figure éternelle. » Fin de citation. Je trouve que cette expression définit bien ce que je cherche parfois à saisir, ou du moins ce que je ressens dans ce type d'ambiance. En même temps, j'ai l'intuition que les figures éternelles sont vouées à n'être que provisoires sous le soleil exactement. L'artificialité dont je vous parlais se manifeste ici par la provenance disparate des différents éléments qui sont en un certain ordre assemblés, sans l'intention de rendre la scène vraisemblable. Ces caractéristiques situent un tel tableau hors de toute ambition d'ordre illusionniste ou réaliste. Tout au long de l'histoire, beaucoup de peintres ont manifesté cette invraisemblance dans leurs tableaux, même s'ils ne l'ont pas explicitement revendiqué. C'est un biais d'approche assez intéressant pour les regarder, de rechercher cette invraisemblance, car elle s'identifie à l'autonomie du tableau par rapport au réel, et elle contribue parfois à rendre la peinture plus intéressante que l'art. Alors, ça c'est un diptyque peint également en 2008. Chaque panneau fait 1,95 m par 1,30 m, donc ça nous fait 1,95 m par 2,60 m quand il est assemblé. On voit bien la ligne, voilà, hein, la ligne de jonction des deux panneaux ici. Alors, ce tableau fait partie des tableaux justement étrangement bizarres que je peins parfois. Alors, j'ai d'abord réalisé le paysage à partir d'une image d'un désert chilien, l'un des endroits les plus désertiques de la planète. Tellement désertique que des laboratoires scientifiques s'y sont installés pour étudier cet environnement. La photo de cet espace unique, presque extraterrestre, m'a étonné par son aspect à la fois irréel et très défini, avec son point de vue en surplomb qui permet de voir les bâtiments scientifiques et les routes qui les relient, tout ceci au milieu de nulle part. C'est ce que j'appelle un stimulus visuel, lequel déclenche l'envie de faire œuvre. J'ai donc peint cet espace, d'ailleurs très agréable à peindre, car très minimal, avec ses grandes plages de couleur brune et bleue, rehaussées par les touches blanches des immeubles. Une fois réalisé ce paysage, je me suis demandé que faire maintenant, car il me semblait évident qu'il manquait quelque chose et que ce désert pictural était en attente d'un événement ou d'un avènement. En même temps, je ne voulais pas gâcher ce qu'il me semblait avoir déjà atteint avec la représentation de ce site. Je voulais le maintenir dans un équilibre épuré. Alors à cette période, je suis allé voir un spectacle de danse, ce qui m'arrive assez rarement, et au programme, il y avait une chorégraphie de Trisha Brown, laquelle m'a beaucoup plu. Le lendemain, je suis allé sur Internet pour en savoir plus, et c'est là que je suis tombé sur l'image d'une danseuse qui évoluait dans une structure créée par la chorégraphe au début des années 70. Et j'ai tout de suite pensé que cette figure pouvait venir s'incarner à la surface du tableau tel qu'il existait alors. Je l'ai peinte en hauteur, dominant la scène comme suspendue dans le ciel. Alors toutes les interprétations sont possibles. On peut imaginer que la figure est en ascension si on est idéaliste, optimiste et mystique, ou qu'elle chute si l'on est un pessimiste également mystique. L'hypothèse la plus probable est qu'elle est en suspens, stabilisée, ce qui est de toute façon sa condition picturale. Certaines personnes ont fait des comparaisons avec le tableau de Fragonard intitulé « Les hasards de l'escarpolette », qui est un tableau du XVIIIe siècle. C'est libertin. Tout ça pour dire que quand on réutilise une posture ou une attitude, il arrive qu'elle transporte des éléments de sens ou de signification que l'on n'avait pas forcément présents à l'esprit. Ces éléments de sens apparaissent ou disparaissent selon les circonstances. C'est ainsi que se manifestent les phénomènes de survivance, lesquels ne sont pas de l'ordre de la citation, laquelle est toujours intentionnelle. La survivance, au contraire, est bien plus proche de la résurgence inattendue et par là même se rattache à des expériences proches de la psychanalyse. Ceci a été très bien décrit par l'historien de l'art Aby Warburg, observant comment le mouvement d'une nymphe à la surface d'un bas-relief antique
pouvait se réincarner dans la démarche d'une compagne de la Vierge Marie sous le pinceau d'un peintre de la Renaissance italienne. Et ça a été très bien commenté également par Georges Didier Huberman, que vous avez eu l'occasion de voir dans cette école, et qui a écrit des commentaires extrêmement intéressants de l'œuvre de Warburg. Alors, je signalerai aussi à votre attention l'ombre sur la cuisse de l'alpiniste, cette ombre étant le détail naturaliste qui donne un semblant d'illusionnisme à la figure. C'est un petit effet de réel qui, en s'alliant à la configuration provisoire d'un instant, témoigne de la présence et du volume d'un corps. Alors là aussi, il s'agit d'un diptyque peint également en 2008 et chaque panneau fait 2 mètres par 1,40 m et ça nous donne donc un ensemble de 2 mètres par 2,80 m. Alors voilà, donc un autre diptyque, beaucoup plus confus que le précédent. Alors cette confusion n'est pas volontaire. Je préfère toujours les formes simples, le less-is-more moderniste, plutôt que le baroque compliqué. Au cours du travail sur la toile, il arrive que la composition pour moi c'est l'occupation de la surface, parvienne d'emblée à un certain point d'équilibre où l'on ne peut rien retrancher ni ajouter. À d'autres, c'était un peu le cas dans le tableau précédent. À d'autres moments, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que je dois réincorporer d'autres figures pour parvenir à un ensemble qui me satisfasse. Évidemment, cette action est toujours très subjective. Je suis mon premier spectateur et seul juge tant que la toile est en cours d'élaboration. Ici, l'intention de départ était la représentation du fond montagneux que vous apercevez, parsemé de quelques bâtiments, avec au premier plan le cheval. Je dis cheval parce que je ne vais quand même pas dire figure équestre dans ce cas-là. Le cheval franchissant un obstacle avec les 2 figures qui courent sur l'autre panneau. Alors après avoir peint ces éléments, il s'est avéré que la surface à la gauche de la toile, celle qui est le plus près de moi, donc à la gauche de la toile, cette surface manquait cruellement d'animation. C'est alors que j'ai incorporé d'autres figures, parmi lesquelles cette paire de jambes réalisée à partir de la photo d'une compétition de beach volley. Cependant, quand vous ajoutez des figures, il faut souvent reprendre celles qui étaient déjà là. Ainsi, de reprise en reprise, je parviens à une sorte de chaos bien ordonné, ou mal ordonné, mais enfin j'essaye plutôt de bien l'ordonner, ordonné dans le sens où les différentes parties se lient ensemble comme un fondu enchaîné de représentations diverses. À propos de fondu enchaîné, et pour poursuivre la métaphore cinématographique, je citerai à nouveau Aby Warburg, qui déclarait que les peintures sont les photogrammes de films dont il nous manque le mouvement. Alors, le philosophe Jean-Marie Pontevilla rappelle à propos du peintre Francis Bacon qu'un des problèmes de la peinture est de savoir comment loger plusieurs figures dans un tableau sans que ça fasse aussitôt toute une histoire. C'est la question de la narration, du sens et de leurs possibilités qui se pose ici. J'utilise d'ailleurs le mot figure pour ne pas parler de personnage, ce terme étant rattaché à des notions psychologiques que je réfute dans le cadre pictural. C'est peut-être une des conséquences de mon éducation moderniste, formaliste, construite à partir des doutes sur le possible ou l'impossible d'une représentation en peinture. Ces doutes rejoignent ceux déjà émis, et bien en amont, et toute proportion gardée au vu des noms que je vais citer, dans la littérature la plus consciente d'elle-même et de ses possibilités, quand, à la première ligne de son roman « Les affinités électives », Goethe émet un doute sur le nom du personnage principal. De même, quand Herman Melville commence Moby Dick par cette phrase « Je m'appelle Ismaël, mettons ». Vous entendez là toute l'ambiguïté d'une narration qui, au-delà du monde dans lequel nous sommes plongés, s'élabore comme structure autonome reliée à nous par le fil ténu d'une représentation. C'est pourquoi, ici, le tableau peut se voir comme le reflet de la rumeur d'un monde où la narration, le sens et les fins semblent devenus intraduisibles ou intransmissibles. Cependant, il peut aussi apparaître comme le réceptacle de ce qui nous parvient au travers des écrans planétaires. L'événement se traduit en figures plastiques collectées pour se remonter en peinture, dans l'hypothèse où cette peinture puisse servir de trace. Alors, en ce qui concerne le travail pictural, vous constatez que je pratique une peinture qui incorpore son propre repentir, ses propres erreurs. Tous les éléments viennent se superposer, aucun n'est effacé.
Par exemple, j'ai repris l'encolure du cheval qui me paraissait mal située, trop proche du centre du diptyque. Vous voyez cependant la trace de ce premier geste qui demeure, ici, là. Voilà, j'avais commencé à le peindre là, et puis je me suis rendu compte que non, la tête allait arriver trop court, pas assez près du bord. Donc je l'ai repris. Donc vous voyez la trace de ce premier geste. Donc je ne cherche pas à effacer les tâtonnements successifs, tout au plus à les voiler, à les recouvrir, à la manière dont une strate géologique vient recouvrir la précédente, en laissant parfois certaines parties émerger à ciel ouvert. Alors ça, c'est un tableau qui fait 1,95 m par 1,14 m et qui a été peint en 2007. Je donne toujours les formats parce que comme il s'agit de tableaux, bon, ce sont quand même des objets, ils ont une matérialité. Donc voilà, là, nous n'en voyons que les reproductions pour en avoir l'échelle. Alors, ce tableau a été réalisé à partir d'une chose vue à l'été 2007 au bord de l'océan, une maison en ruine. Elle avait un aspect singulier, mystérieux, isolée ainsi sur le rivage. Il n'y avait aucune autre construction proche, à l'exception des bunkers allemands du mur de l'Atlantique, eux aussi inoccupés depuis longtemps. Le mystère tenait à son aspect, mais aussi à son histoire, laquelle m'était évidemment inconnue. Je l'ai photographié, mais je n'avais pas l'idée certaine d'en faire un tableau. Le motif était assez ingrat. Je n'ai pas l'idée de représenter uniquement ce qui m'attire ou me plaît, mais j'avoue avoir souvent une empathie visuelle avec les motifs qui parcourent mes peintures. J'ai déclaré dans un entretien que ces motifs pourraient être des figures du monde tel qu'il me plaît, me sollicite ou m'intéresse. La décision de les traiter en peinture s'identifie souvent à la reconnaissance d'une fascination au travers de leur forme. Ce n'était pas le cas pour cette ruine. Pourtant, quelque chose dans sa structure m'intéressait, peut-être par le biais de sa symétrie assez fruste. Elle n'a cependant pas été le sujet premier de cette toile. Il y a d'abord eu une figure féminine en marche, vue de dos. Vous avez remarqué que la figure féminine, statique ou en mouvement, est une constante dans mon travail. C'est une figure magnifiée, souvent monumentalisée, déréalisée par sa taille et la matière picturale. Elle joue souvent le rôle d'un catalyseur visuel, dans le sens d'une accélération et d'une érotisation du regard que l'on pourrait illustrer par la formule de Jean-Marie Pontevilla. Eros est cette relation de la présence et du regard qu'il aperçoit. Fin de citation. Dans ce cas précis, l'érotisation a dû être de peu d'effet puisque ce premier état a été recouvert. Il en reste quelques indices en surface, comme ces traces de chevelure, par ici, l'échancrure d'un maillot, plus ou moins là, et puis l'ombre. Alors là, évidemment, ça recourt, il faut que j'attende. Bon, vous allez voir, enfin bon. Quand ça va s'enlever, on voit l'ombre des mollets et des pieds au bas du tableau. Enfin, on les devine plutôt. Donc vous constatez que l'observation d'une peinture peut ressembler à une enquête, à la manière dont on recherche un corps qui ici a été recouvert par cette façade paradoxalement transparente. La matière picturale est ici très fluide, ruisselante, avec ces dégoulinures que certains identifient comme mon style. J'ai dit plus haut que je réfutais le terme, alors que ces coulures ne sont pour moi que la conséquence assumée de la dilution des formes. Alors on me dit parfois aussi que mes peintures sont mélancoliques. Je ne crois pas, ne serait-ce que parce que la notion d'un sens unique et univoque m'apparaît être une réduction dangereuse pour nos pensées et nos perceptions. Nous ne goûtons jamais rien de pur, a écrit Montaigne. Peut-être ces peintures donnent-elles l'idée d'un temps qui passe, inexorable, mais c'est là notre condition commune. Il me semble que ces tableaux prennent acte de ce qui est, au travers du filtre de ma perception, et que ce soit triste ou gai est assez indifférent. Alors, un tableau de 2 mètres par 1,50 m, peint en 2005. Alors, en 2002, j'ai fait une exposition intitulée « Les délaissements », car elle comprenait plusieurs tableaux réalisés à partir du type de motif que nous regardons maintenant. Il s'agit d'objets répandus au hasard, un mélange de chaises, serviettes, jouets, tentes et ustensiles divers dispersés là où le jeu des enfants qui avaient provoqué ce chaos les avait laissés. Je trouvais en même temps que ce chaos avait quelque chose d'ordonné à la manière du fragment d'Héraclite, un philosophe présocratique, ou de choses répandues au hasard, jaillit le plus bel ordre, l'ordre du monde. Fin de citation.
Au cours des années, j'ai réalisé plusieurs peintures à partir de ce type d'organisation délaissée. Ici, la photo qui a servi de source pour la réalisation de cette toile m'a révélé un punctum, comme aurait dit Roland Barthes, le punctum étant l'élément imprévisible de l'image qui pointe littéralement le spectateur. Cet élément, souvent non perçu à l'instant de la prise de vue, ne la motive pas. Ce phénomène est comparable au meurtre photographié par David Hemmings dans le film d'Antonioni Blow Up. C'est plus tard que le développement et l'agrandissement du négatif lui permettent de comprendre que ce qu'il a photographié n'est pas ce qu'il a vu. Ici, il n'y a rien d'aussi dramatique, mais je n'avais pas vu la tête du chien en peluche qui surgit à la base du tableau. Alors, je sais pas, vous la voyez là, donc en bas à gauche. Et sur la toile, donc c'est seulement la photo qui me l'a révélé, cette tête de chien en peluche. Sur la toile, cette tête prend l'allure d'un détail significatif et devient une espèce de figure mélancolique et dérisoire. Vous voyez que l'on retrouve ce terme de mélancolie, précédemment évoqué, mais il me semble de façon moins pompeuse que les représentations habituellement associées à cette humeur. C'est plutôt d'une bouffonnerie dont il est question ici, au sein d'un chamboulement ludique. La notion de détail est une chose importante dans mon travail. À l'univocité ou monosémie du plan coloré issu de la modernité, le détail vient s'opposer en créant une brisure, un écart ou même une contradiction au sein de la composition picturale. Soit il se repère immédiatement, et cela a parfois été le cas pour cette peinture, certains spectateurs identifiant même la peluche avec le sujet essentiel du tableau. Ou bien il nécessite une observation attentive, et alors son étude peut se rapprocher d'une enquête, à la façon dont j'évoquais la recherche des signes indiciels trahissant la présence d'une figure à propos du tableau précédent. Même format que le précédent, 2 mètres par 1,50 m, même année 2005. Ce qui me sollicitait aussi dans ces motifs tenait à l'aspect étrange, bizarre, hors du commun que ces objets très banals peuvent prendre dans ce type d'agencement. J'avais titré cette exposition « Les délaissements » car je trouvais qu'il y avait là une retombée des choses, tout comme il y a matériellement une retombée des figures dans certaines de mes peintures. L'idée de délaissement implique aussi l'idée d'une absence, car s'il y a délaissement, c'est que quelqu'un délaisse en s'absentant. Il reste un témoignage de cette présence passée dans ce qui demeure visible, en l'occurrence ce chaos délaissé. L'autre déclencheur visuel à l'origine de ces tableaux est donc l'apparence extraordinaire que l'aléatoire et une certaine lumière peuvent donner au désordre de ces objets ordinaires. Je vais vous lire un extrait de la lettre de Lord Chandos, texte du poète Hugo von Hofmannsthal, qui me semble bien décrire l'impression ressentie alors. Un arrosoir, un râteau abandonné dans un champ, un chien au soleil, chacun de ces objets et 1000 autres semblables sur lesquels l'œil glisse d'ordinaire avec naturelle indifférence, peut soudain, à tout moment, revêtir un caractère émouvant jusqu'au sublime, et que la totalité du vocabulaire m'apparaît infiniment trop pauvre à exprimer. Fin de citation. Bien sûr, l'expression peut paraître ici emphatique, c'est un homme du temps de l'Empire austro-hongrois qui écrit, mais il définit bien un phénomène que le peintre Carlo Carra avait plus sobrement décrit comme l'éclat des choses ordinaires. Alors, même taille, 2 mètres par 1,50 m, 2005, l'année de réalisation. C'est vraiment, ces tableaux ont été peints l'un après l'autre. Je vous les montre même dans le sens chronologique. Toujours le même motif délaissé, avec l'accent mis ici sur la tente enfantine jaune avec des pois rouges. Dans le ciel passe un vol d'oiseaux. Je n'ai pas vu d'oiseaux passer ce jour-là quand j'ai pris les photos à partir desquelles ont été réalisés ces tableaux. Ce vol d'oiseaux est issu d'un photogramme du film La Jetée, réalisé par Chris Marker en 1962. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui est à base de photogrammes uniquement. Il y a juste un plan à un moment donné animé, un battement de paupières. Mais sinon, il est à base d'images fixes. Donc je vous résume le scénario du film. La guerre atomique a finalement eu lieu et des restes d'humanité se terrent dans des souterrains, toute vie étant devenue impossible en surface. Un homme, un prisonnier, est soumis à des expériences temporelles en vue d'une hypothétique mission pour agir dans le passé et empêcher le déclenchement de cette guerre. Alors, pour information, Terry Gilliam a fait un remake de ce film qui s'appelle L'Armée des 12 singes, que vous avez peut-être vu. Il l'a fait en 1996, je crois. Au début de l'expérience, des images enfouies dans sa mémoire lui reviennent à l'esprit. Ce ne sont que des instants, des fragments de vie. Il revoit ainsi un vol d'oiseaux.
La bande-son dit alors qu'il s'agit de vrais oiseaux. Dans sa sécheresse, cette simple phrase laisse mesurer toute l'ampleur de ce qui a été perdu. D'autres images lui reviennent en mémoire, dont celle d'un matin, un matin du temps de paix. Ici, dans la réunion des deux scènes, celle du délaissement et celle du vol d'oiseaux, il y a le fondu enchaîné des vrais oiseaux surgis du plus profond de la mémoire avec un autre matin de bonheur, un matin du temps de paix, pour suivre le texte du film. Il y a là l'idée d'une précarité, d'une mouvance entre ce qui est, a été ou sera. Vous remarquez que la fusion entre les deux scènes n'est pas absolue. Ce que j'ai réellement vu, touché et enregistré avec l'appareil photo est représenté en couleur. Les oiseaux issus du photogramme sont peints en noir et blanc. Ils gardent la distance et le faux semblant des figures détachées de leur contexte d'origine, en l'occurrence le film de Marker. Cet écart manifeste ici la différence entre ce que j'ai réellement vu, éprouvé, par rapport à ce que j'ai perçu au travers des écrans, quels qu'ils soient. Alors ça, c'est un tableau de 2007, 2 mètres par 1,50 m également, qui est un de mes formats de prédilection, vous l'aurez sans doute compris. Alors ça, c'est une composition très dégoulinante. On pourrait croire, comme certains, que les coulures sont le but de mon travail. J'espère que mes commentaires formulés depuis tout à l'heure vous convainquent du contraire. En revanche, il est sûr que ce rideau ruisselant peut être un obstacle à la vision du tableau. Ici, nous avons un assemblage de divers éléments. 2 femmes en marche avec 3 canotiers qui viennent en sens inverse. L'un d'entre eux a conservé son bateau, même s'il ressemble à un jockey. On voit aussi une espèce de zébu au milieu. Un zébu, vous savez, c'est des bovidés avec une grosse bosse. Un tissu imprimé au motif assez flou. Bref, la perception et l'interprétation d'un tel tableau ne vont pas de soi, même pour leur auteur. C'est un fait. Les canotiers sont peints à partir de figurines, de jouets anciens. Les marcheuses sont la rémanence du passage de 2 femmes sur une plage italienne, la rémanence étant la persistance partielle d'un phénomène après la disparition de sa cause. Le zébu est un pensionnaire du parc de la Tête d'Or, où se trouve le zoo de Lyon, ville où j'habite. Toutes ces précisions sont évidemment inutiles pour regarder cette peinture. Je vous les indique uniquement pour que vous envisagiez comment elle se construit à partir de sources diverses réunies sur la toile. Dans ce cas particulier, nous avons affaire à une sorte de fantaisie, on pourrait même dire de phatrasie, pour reprendre une expression qui servait à désigner au Moyen-Âge un poème absurde formé de dictons assemblés de manière incohérente. Néanmoins, au travers de cette incohérence, il jaillit ici une scène qui finit par faire représentation, même si c'est une représentation quelque peu bouffonne. Le destin de l'humanité, son passé, son présent et son devenir tragique ne peuvent être en permanence le sujet traité, et il est agréable et décontractant, parfois, de laisser libre cours à la vie des formes, de manière fantasque et décousue. Décousue à la façon dont les coulures, particulièrement visibles ici, pourrait être la métaphore des fils d'une toile qui se délite avant de se découdre. Alors ça, c'est un triptyque qui fait 2 mètres, chaque panneau, 2 mètres par 1,40 m les panneaux latéraux, 2 mètres par 1,50 m le panneau central. Donc ça nous fait un ensemble de 2 mètres par 4,30 m. Et on voit, c'est vrai que c'est un peu pâle comme repos, on voit donc les séparations ici, l'ajointement des panneaux. Donc, alors, à propos des triptyques, justement, je crée souvent des polyptyques, c'est-à-dire la juxtaposition de plusieurs panneaux qui viennent former un tout. C'est une forme ancienne dans l'histoire de l'art, mais elle a été particulièrement bien représentée au XXe siècle par des peintres comme Max Beckmann et Francis Bacon. Quand je veux travailler en grand format, je préfère ce type de montage plutôt que de peindre sur une toile d'un seul tenant. Les raisons en sont diverses. Elles tiennent à des considérations pratiques aussi bien que formelles. Dans mon rapport physique avec l'œuvre, j'aime bien pouvoir la déplacer sans l'aide d'un tiers, ce que je ne pourrais faire avec un grand format de 4,30 m de long comme ce triptyque, s'il était d'un seul tenant. J'apprécie également la stimulation du montage, l'idée d'avoir plusieurs tableaux assemblés pour former un ensemble. M'intéresse aussi l'idée de la brisure provoquée par la séparation entre les panneaux. Ils sont joints pour former une scène continue, mais en même temps, cette continuité est contredite par les lignes verticales de séparation. C'est la réunion de différents plans et séquences qui viennent se fondre en une unité de temps et de représentation,
cette unité de temps n'étant pas exempte de lacunes. Il y a également entre les panneaux des écarts de coloris et de forme qui interviennent comme des faux raccords, ce terme cinématographique désignant une brisure ou rupture de la narration, l'impression donnée étant celle d'un sursaut dynamique provoqué par la suppression de plusieurs images de liaison entre deux séquences. Certains cinéastes de la nouvelle vague ont beaucoup utilisé ce procédé. De même, picturalement, la juxtaposition des panneaux induit l'effet d'une perte et d'une rupture, même si souvent elle est quasi imperceptible, juste une élision de la forme entraînée par la fragmentation de l'ensemble en plusieurs tableaux. Cela rejoint ce que je vous ai dit précédemment sur la narration et sa possibilité. Le cinéma, qui est pourtant le lieu d'un effet de réel et d'identification appuyée, n'a cependant pas échappé, lui aussi, à la remise en cause des processus liés au déroulement du récit. Et donc, faux raccord, par exemple, oui, quand on voit qu'il n'y a pas une ligne continue ici, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de... Bon, comme quelque chose qui manque, quelque chose qui n'est pas tout à fait raccord, justement. Donc, et pour rester dans les correspondances cinématographiques, ces polyptyques sont pour moi comparables à une projection en cinémascope, dans le sens où ils sont plus longs que hauts. Habituellement, mes tableaux sont plus hauts que larges, laissant ainsi la part belle à la verticalité des figures. C'est d'ailleurs le cas pour chacun des panneaux qui composent ce triptyque. Ils sont en moyenne d'une hauteur, bon ça je l'ai déjà dit. Hein. L'autre possibilité de comparaison cinématographique est l'aspect technicolor de cette peinture, même s'il s'agit d'un technicolor délavé par la fluidité et la tombée des couleurs. Ce pourrait être la trace d'un film des années 60, avec Monica Vitti qui laisserait sa main effleurer l'écume soulevée par le hors-bord, même si cette actrice a plutôt été immortalisée sur la pellicule noir et blanc de l'Aventura. En fait, l'origine de ce tableau est due au hasard, comme pour finalement nombre de mes toiles. C'est une publicité issue d'un magazine des années 60, magazine acheté dans une brocante lors d'un périple en Alsace, détail de l'Alsace très important, qui m'a impressionné au point d'avoir l'envie d'en faire un tableau. Alors c'était une image commerciale, assez kitsch, mais pourtant il émanait d'elle un charme, peut-être lié à cette décennie des années 60, avec cet aspect pop et insouciant qui accompagne souvent ce type de représentation. C'est un peu comparable à ce que le théoricien situationniste et grand styliste Guy Debord qualifiait de beauté dans les films spectaculaires, dans une note destinée à l'adaptation cinématographique de son livre intitulé « La société du spectacle ». Donc là, je cite une note de Debord. Si très souvent, au lieu de pollution, guerre, urbanisme affreux, encombrement, on avait en image la beauté de ce monde, les filles, les décors modernes, la publicité du whisky ou de la montagne, le commentaire théorique serait parfait là. Avoir tout ce qu'il y a de beau dans films spectaculaires, par exemple télévisés, émissions sur la mode, sur les vedettes, danse, mouvements de caméra comme le 31 décembre 1971 sur Marie Laforêt de dos et de profil. Fin de citation. Marie Laforêt, pour ceux qui s'en souviennent, était une chanteuse et une comédienne. Alors, Debord donne ici des indications aux monteuses qui travaillaient avec lui sur la récupération et le détournement de certaines images pour les incorporer dans son film. En même temps, son commentaire est déterminé par le contexte, car ses descriptions de la beauté spectaculaire s'encadrent bien dans cette époque des années 60 jusqu'au début des années 70, les décors modernes, les danses, la publicité, tout ce que l'on sait des 30 Glorieuses et de leur optimisme consumériste, 30 Glorieuses dont est issue l'image à partir de laquelle ce tableau a été réalisé. En peinture, cela demeure une représentation vivifiante, du moins je l'espère, mais la fonction de son image source, qui était de vous donner l'envie d'acheter le bateau, n'est évidemment plus de mise. C'est un autre exemple de ce que je vous ai dit du sens et de ses fluctuations au sein des formes. Ceci étant dit, il n'y a pas de clé d'interprétation de ce tableau. On peut toujours imaginer des commentaires, dire que 30 ans après, le bateau des 30 Glorieuses s'est bien délité, imaginer une morale, une fin à toute cette histoire, mais il n'y en a pas, et encore moins d'allégorie. En citant Debord, j'ai juste voulu évoquer comment le trivial et paradoxalement beau spectacle du monde peut impressionner au point de donner l'envie de faire œuvre.
Alors, ça, c'est un tableau qui fait 2 mètres par 1,50 m. Et il date de 2009. C'est donc un tableau que j'ai peint au début de l'année. Pour l'instant, c'est le tableau le plus récent que nous voyons. Et peut-être même, je crois que ça sera peut-être le plus récent qu'on verra de toute la série. Donc, nous retrouvons ici les parasitages biomorphiques sur fond de publicité pour la montagne. À l'origine, ces parasitages sont peints à partir de photos de grands cactus vus en Italie il y a quelques années. J'en ai extrait certains éléments et depuis je les utilise souvent. Ils sont représentés de manière éclatée, comme s'ils étaient le sujet ou le lieu d'une explosion. Quelqu'un m'a dit que cela lui évoquait l'explosion finale du film d'Antonioni, Zabriskie Point. C'est au moins la 3e fois que je vous cite cet auteur, vous aurez compris que c'est un cinéaste important pour moi. J'apprécie la comparaison faite par ce regardeur, car dans la scène en question, de Zabriskie Point donc, nous assistons à la fragmentation et à l'éparpillement de diverses choses, le tout étant filmé sur un fond de ciel bleu. J'ajoute qu'au sein du film, la scène est répétée à plusieurs reprises, peut-être pour en amplifier l'impact, cette accentuation de l'effet visuel étant d'ailleurs surprenante chez un cinéaste de l'épure et de l'ellipse. Ici, il n'y a pas de répétition puisque nous sommes dans la forme immobile du tableau, lequel est toujours dans le suspens des choses, même quand il tente de représenter le mouvement, ainsi que les futuristes italiens l'expérimentèrent au siècle passé. Comme la matière fluide entraîne souvent la dérive des formes et du sens, les dégoulinures peuvent s'interpréter ici comme les fils d'improbables ballons. Une autre ambivalence de la vision tient à la question de savoir si nous avons affaire à une chute ou une ascension, ainsi que nous l'avons vu antérieurement avec le diptyque de l'alpiniste. En revanche, et cela est une chute véritable, la matière picturale glisse et s'écoule le long de la toile, affirmée ainsi dans sa verticalité. Il existe une ambiguïté spatiale entre le plan et la profondeur. Le plan est la surface sur laquelle se répand la matière picturale, la profondeur est ce qui reste de la perspective héritée de la Renaissance. La notion moderniste du plan, dont Clément Greenberg fut le théoricien, peut sembler contradictoire avec les déterminations figuratives, même si cette figuration élaborée aujourd'hui se trouve en résonance avec l'expérience et le moment abstrait du XXe siècle. Mon approche de la peinture est conditionnée par cette culture abstraite. Si je vais au Louvre, quand je repère un tableau, c'est d'abord un ensemble de couleurs et de lignes qui attire mon attention avant même d'identifier un sujet. Sur cette toile, vous remarquez les rayures des tissus. Ces motifs reviennent régulièrement. Cela renoue avec mon goût pour les couleurs vives et pop incarnées par une esthétique du Kodacolor et du Technicolor. Ces rayures viennent animer la surface, l'intensifier par leur éclat. Je pourrais dire que c'est une manière de faire de la peinture abstraite sans que cela engage l'ensemble de la composition. Ces motifs sont comme des peintures dans la peinture. Ils en brisent ou rompent la surface. Alors, ça c'est un tableau qui fait 1,95 m par 1,30 m, qui date de 2008. Donc voici une scène de plage. Vous pouvez lire une phrase écrite à la base du tableau. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, enfin bon, peu importe, je vais vous la lire. Elle est écrite juste à la base. La Gradiva au dernier rivage. Gradiva est le titre d'une nouvelle écrite il y a un siècle par Wilhelm Jensen. Gradiva signifie celle qui resplendit en marchant ou celle qui marche en avant. Bon, c'est une évidence de marcher en avant, mais enfin, on peut marcher reculant aussi, mais bon. Et donc, c'est le nom donné par un jeune archéologue à une figure féminine sur un bas-relief antique. Alors, ce jeune archéologue est fasciné par l'allure et la démarche de ce bas-relief, de cette figure en marche, au point d'en être obsédé. Lors d'un séjour à Pompéi, au milieu des ruines, il voit surgir et évoluer cette femme qui n'était jusqu'à présent qu'une figure de pierre. Il croit réellement qu'elle est la réincarnation de Gradiva, jeune pompéienne enfouie sous les cendres du Vésuve il y a 2000 ans. En fait, il s'agit d'une jeune fille d'aujourd'hui, enfin de l'époque, de 1900. Cette confusion du rêve et de la réalité avait intrigué Freud, qui écrivait un célèbre commentaire de ce texte intitulé « Le délire et les rêves dans la Gradiva ». Personnellement, je suis moins intéressé par le commentaire de Freud que par la nouvelle de Jensen, laquelle garde intacte sa puissance poétique. Je vous en lis un extrait relatif à la figure en marche de Gradiva. On apercevait ses pieds chaussés de sandales. Le gauche était déjà avancé et le droit, se disposant à le suivre, ne touchait plus guère le sol que de la pointe des orteils, tandis que la plante et le talon se dressaient presque à la verticale.
Ce mouvement suscitait une double impression, l'aisance légère de la femme qui marche d'un pas vif, et parallèlement les rassurés que donne un esprit en repos. Sa grâce particulière, elle l'attirait de sa façon de planer au-dessus du sol, tout en le foulant avec fermeté. » Fin de citation. J'ai peint cette scène à partir d'une photo prise en Italie il y a quelques années. À l'origine, la jeune fille qui aujourd'hui s'incarne en Gradiva, cette jeune fille se fondait dans la foule des multiples personnes qui se pressaient sur la plage. Je ne l'avais pas vue en prenant la photo. C'est au développement que je l'ai repérée avec sa démarche si particulière. J'ai alors agrandi l'image, me concentrant sur ce détail pour en faire le motif essentiel de la composition. Alors il m'arrive d'écrire des phrases sur certains tableaux. Ce ne sont pas des titres, juste des légendes en rapport direct ou indirect avec la représentation. Donc je vous ai expliqué la référence à Gradiva. Le dernier rivage est le titre français d'un film de Stanley Kramer, puisque c'est la Gradiva au dernier rivage. C'est le titre français d'un film de Stanley Kramer intitulé On the Beach, titre anglais On the Beach. Il a été réalisé en 1959. Comme dans La Jetée, donc je vous explique le scénario, comme dans La Jetée, la guerre nucléaire a eu lieu. Le monde est détruit, sauf une partie de l'hémisphère sud correspondant en gros à l'Australie. Inexorablement, des nuages radioactifs progressent vers le sud où ils vont anéantir toute vie. Le film raconte les derniers mois d'une population qui, se sachant condamnée, continue à vivre comme si de rien n'était. Il fait beau, les gens vont à la plage et se baignent. Ils travaillent, écoutent de la musique, passent leur soirée à danser et à boire. Des enfants naissent, la nature est belle, profuse, et pourtant tout est amené à disparaître dans un très bref délai. C'est de l'étrangeté d'un monde condamné où pourtant les choses de la vie persistent à apparaître plaisantes et douces que naît le sentiment tragique lié à cette histoire. Je n'avais pas au départ l'intention de citer ce film en créant un lien avec ce tableau. Je voulais juste caractériser la figure comme une résurgence de Gradiva, une Gradiva des plages dont l'enchaînement avec le mot rivage m'a rappelé le film crépusculaire de Stanley Kramer, ce côté crépusculaire s'associant pour moi avec cette conscience de la finitude et du précaire que l'on peut éprouver à tout instant, même dans des lieux et des temps censés s'identifier à la plus grande insouciance. Il est à noter aussi que ces plages du sud de l'Europe sont les sites où des femmes et des hommes venus d'autres rives de la Méditerranée débarquent clandestinement pendant la nuit, alors que de jour, toute une foule estivale s'y presse. Ça, c'est un tableau qui fait 1,95 m par 1,30 m et qui date de 2008. Donc après le plein, voici le vide, où comment une peinture surchargée de figures et d'objets s'épure régulièrement, laissant ainsi apparaître de façon plus manifeste ce qui la caractérise comme espace et surface. Espace car nous voyons un semblant de profondeur avec cette route dont la courbe s'éloigne au loin. Surface avec la matière qui s'écoule sur le plan. Je retrouve dans ce tableau une lumière particulière que l'on peut éprouver en hiver, à la tombée du soir, dans certains pays montagneux, notamment les Alpes du Sud. J'ai passé mon adolescence dans les Hautes-Alpes et j'ai été durablement impressionné par cette luminosité à la fois subtile et tranchée. Dans ce tableau, je ne cherche pas à recréer un souvenir ou un état antérieur. C'est plutôt le tableau qui le recrée pour moi, à la manière dont l'image authentique du passé surgit de manière impromptue, en risquant de s'évanouir avec tout présent qui ne se sera pas reconnu visé par elle, pour citer approximativement Walter Benjamin. C'est-à-dire que, en réalisant cette peinture, j'ai reconnu cette lumière liée à un ensemble d'impressions liées à ma jeunesse. La chose n'était pas intentionnelle, même si confusément ou de manière inconsciente, je peux avoir ce désir de faire émerger quelque chose de perdu ou d'enfoui. Quand je retourne aujourd'hui dans ces lieux identifiés à une période de ma vie, la lumière n'a pas changé, mais je ne l'aperçois plus de la même façon. C'est sans doute moi qui suis différent et une forme d'émerveillement s'est dissoute. Ce tableau est dans l'entre-deux de la déception et de l'émerveillement. Je reconnais la lumière du passé et en même temps il est impossible de la matérialiser sur la toile. Je veux dire que j'ai un rapport subjectif et biographique avec ce type de tableau, à l'atmosphère faite de silence, d'attente et d'espoir en suspens. Je parle de mon sentiment personnel à son égard et cela ne doit pas engager l'impression du spectateur qui évidemment n'a pas la même expérience. Vous remarquez dans le ciel des phénomènes météoriques étranges, chute de comètes ou passage d'étoiles filantes. Il ne signifie rien de particulier, car il y a longtemps que ce type d'événement ne converse plus avec les hommes, sauf s'il s'agit d'une météorite risquant de s'écraser sur la Terre, chose qui, à l'échelle des temps géologiques, semble arriver régulièrement.
Alors ça, c'est un diptyque. Chaque panneau fait 2 mètres par 1,50 m. On voit bien la séparation centrale. Donc ça nous fait un diptyque de 2 mètres par 3 mètres. Qui date 2007. Donc voici à nouveau une peinture estivale. Voilà. Donc vous remarquez la ligne de séparation verticale qui altère la continuité de surface. Ce tableau a été peint à partir d'une photo que j'ai fait agrandir. C'est la photo d'une inconsciente famille en pédalo qui passait au large alors que j'étais assis sur la rive d'un lac. Je veux dire qu'elle était inconsciente d'être vue. Cette famille aura donc au moins vécu une fois, puisque d'après le philosophe irlandais Berkeley, être, c'est être perçu. J'ai enregistré leur passage avec mon appareil photo. J'ai fait développer la pellicule, mais j'ai mis longtemps à faire agrandir le cliché, car au début, je ne pensais pas l'utiliser, sinon comme un motif de détail. C'est un peu une histoire à la blow-up, dont je vous parlais tout à l'heure, ou comme pour la figure de Gradiva qui se fondait dans la foule des baigneurs. Au départ, on juge le document inintéressant, puis on est intrigué, on l'agrandit pour en savoir plus, et là, surprise, on découvre une scène stimulante pour la réalisation d'une peinture. Je photographie beaucoup et stocke ainsi une matière visuelle dont je ne me sers pas immédiatement. C'est parfois en réexaminant les documents, d'abord négligés, que le déclic se produit. Le stimulus nécessaire à la volonté de commencer un tableau, sachant que lorsque je démarre, je termine toujours. La réalisation de ces peintures dépend d'un processus lentement élaboré par une pratique quotidienne au long des années. Leur mise en œuvre se développe en différentes étapes qui vont d'un dessin très schématique, lequel est recouvert par un fond qui va servir de base à la dilution des matières, lesquelles, en se superposant, vont amener la toile à l'état de densité nécessaire pour permettre l'apparition des figures décisives. Décisives dans le sens où elles sont les motifs essentiels de la composition, comme ici le pédalo et ses occupants. Quand j'ai eu terminé ce tableau, j'étais satisfait de sa lumière, la façon dont j'estimais qu'elle manifestait bien le carpe diem, formule latine qui signifie « profite du jour », et à laquelle je suis très attaché. C'est assez proche d'une chanson de Bertrand Burgalat qui dit « Nous étions heureux, mais nous ne le savions pas ». Ceci reliait une phrase de Michel Houellebecq, mise en musique par le même Burgalat. « Il y aura la mort, tu le sais mon amour, il y aura le malheur et les tout derniers jours, les mots et les visages flottent joyeusement jusqu'au dernier rivage. » On retombe sur le dernier rivage d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait exprès d'ailleurs. Et hop, ça ne veut pas bien marcher. Voilà. Alors, ça sera le dernier tableau que nous verrons aujourd'hui, qui fait 1,30 m sur 1,62 m. Donc, pour cette scène, et qui a été peint en 2008, un peu au même moment que le premier tableau que nous avons vu. Pour cette scène, le carpe diem se vit encore en été sur une plage. Il est rare que mes formats soient plus longs que hauts. D'ordinaire, ce sont des compositions verticales qui insistent sur l'aspect de colonne ou de zip des corps et des objets. J'entends le mot zip à la manière de Barnett Newman, comme une verticalité qui fend la toile de haut en bas. Nous avons aussi vu que les polyptyques se perçoivent en largeur à la façon d'un grand écran, mais les panneaux qui les constituent sont chacun plus hauts que larges. Ici, ce sont les figures allongées qui ont déterminé le choix du cadre long. Nous sommes revenus à notre point de départ, au premier tableau que je vous ai montré, avec le passage des avions dans le bleu du ciel et le fantasme guerrier dont ils témoignent. Les motifs biomorphiques que l'on a vus sur plusieurs tableaux se matérialisent ici en une sorte de cactus transgénique au centre de la composition. Ils interviennent également comme des béances à la surface de la toile, dans un effet comparable à ces films en cours de projection dont la pellicule se met à brûler, ce qui crée visuellement une trouée dans l'image. Vous voyez que ces motifs viennent se superposer au visage. Il y a en effet très peu de visages représentés dans mes peintures. Les corps ont bien des têtes, mais elles sont vues de dos ou en profil perdu. Il est rare qu'une figure se présente de face. Je l'explique pour plusieurs raisons. D'abord, une volonté de dépsychologiser la représentation pour que le regardeur ne puisse point identifier une expression d'humeur qui viendrait déterminer son interprétation de la scène, d'où ces stratégies d'évitement que l'on voit à l'œuvre dans ces figures dorsales ou de trois quarts. Une autre raison, peut-être plus fondamentale, est que je rencontre de grandes difficultés quand j'essaye de peindre en visage, car alors je tombe souvent dans une forme de cliché illustratif. Du coup, il est rare qu'un visage subsiste, car s'il ne me satisfait pas, il est assez vite recouvert par des représentations parasites. Quand un visage parvient à se maintenir,
c'est que je ne l'ai pas trop gâché ou surchargé en le reprenant de manière excessive. Si je le laisse apparaître, c'est parce qu'il me semble qu'il peut demeurer dans l'état de simplicité ou d'épure qui a été le sien dès que j'ai commencé à le peindre. Il est à noter qu'il y a là pour moi une forme d'impossibilité picturale à peindre un visage ou un portrait, comme s'il y avait là une tâche hors d'atteinte des moyens de ma peinture aujourd'hui. Je ne voudrais pas terminer sur un constat d'échec, mais comme il est dit dans un film de l'inspecteur Harry, le sage connaît ses limites, et en même temps que ces impossibilités ou ces apories existent, elles m'obligent à les contourner et à trouver des solutions aux problèmes qu'elles posent. C'est ainsi que mon travail s'édifie, dans un espace entre possible et impossible, cet espace étant le lieu d'une représentation lacunaire, reflet d'un monde mouvant qui tente de se représenter sur la toile au moyen des bribes visuelles que je parviens à saisir et assembler. Voilà. Fin de... Merci de votre attention. Y a-t-il des questions dans la salle? Je voulais savoir, là vous avez parlé donc de la dernière décennie, mais est-ce que dans votre parcours artistique, votre peinture est très différente? Il y a eu d'autres médiums abordés ou... Non, il n'y a pas eu d'autres médiums abordés. Hein. Ça a toujours été peinture. Oui, c'est vrai que là, j'avais dit, oui, je crois que dans la note de présentation, j'avais dit que je ferais peut-être des sondages un peu plus en amont. C'est vrai que je me suis concentré sur les années 2000. Oui, enfin, c'est sûr que si on voit des tableaux de moi peints dans les années 80, on peut même penser que c'est pas forcément, enfin, c'est toujours de la peinture, mais on peut penser que c'est pas forcément le même artiste. Enfin, moi, je sais très bien ce qui... je connais bien, enfin, de l'intérieur, les constantes de mon travail, même les, comment dire, les constantes et même je sais pas moi, mais presque des formes d'obsession, on pourrait presque dire d'ailleurs, dans la représentation, dans la façon de cadrer les figures, dans cette monumentalité, dans un certain type d'approche comme ça. Et en même temps, la matière était extrêmement différente. Elle était beaucoup plus simple. J'avais pas du tout le même rapport temporel. C'était les années 80, c'était les années plus... Bon, on est quand même dans un contexte... Moi, j'ai quand même commencé à travailler au début des années 80. Il faut resituer un peu historiquement une époque où on a plutôt... la peinture était plutôt à la mode à ce moment-là dans le milieu artistique international. On voit l'émergence de courants qu'on a appelés assez hâtivement d'ailleurs néo-expressionnistes, néo-fauve, tout ce qu'on veut, trans-avant-garde, bad painting, enfin bon, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et le surgent français qui était la figuration libre, mais quand même avec des artistes intéressants comme Combas ou même Boiron, et puis d'autres. Bon, enfin, une forme comme ça de réapparition de la peinture qui n'était jamais vraiment partie, mais où d'un coup, bon, avec une espèce de côté comme ça un petit peu par rapport aux années 70 ou 60, 70 particulièrement, qui se voulaient très théoriques, une espèce au contraire là pour le coup je dirais pas en tout cas plus intuitif, un travail, voilà, une attitude par rapport à l'art et à la façon de faire de l'art plus intuitive et moins théorique, effectivement, que les décennies immédiatement précédentes. Donc moi, c'est vrai que j'avais 20 ans à ce moment-là, j'émerge dans ce contexte-là, et moi, j'ai commencé à faire de la peinture à ce moment-là, et donc ma peinture était beaucoup plus directe que ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était beaucoup plus... C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de pratique, j'ai parlé de la pratique qui se fait au fur et à mesure, c'est que les choses ne se font pas en un jour. Enfin, notamment, enfin, je pense dans un travail pictural, il peut y avoir des gens qui font des choses merveilleuses quand ils ont 20 ans, c'est tout à fait possible. Picasso a peint les Demoiselles d'Avignon à 26 ans, bon, c'est très bien. C'est aussi une autre époque, c'est aussi d'autres temps, c'est aussi peut-être d'autres personnalités, ça c'est encore un autre problème. Mais pour en venir, voilà, c'est plutôt un travail de patience, de mûrissement. Et donc, en plus, moi, je ne suis pas quelqu'un de très rapide intellectuellement, et donc j'ai besoin, et même comme ça, donc j'ai besoin un peu de maturer les choses.
Donc ma peinture à l'époque, elle était beaucoup plus directe et beaucoup plus rapide, c'est-à-dire rapide, j'entends en termes de temps, dans le sens où je pouvais faire un tableau en une journée, 2 journées, et puis voilà, c'était terminé, alors qu'aujourd'hui, on est dans un rapport temps beaucoup plus long avec ces tableaux. Et donc il y avait une forme d'immédiateté, il y avait une forme de spontanéité. D'ailleurs à l'époque le rock était à la mode, c'est un peu la fin du punk, enfin bon tout ça. Et donc il y avait une espèce, souvent on faisait des parallèles entre l'activité picturale et puis le... Bon. Et ça, c'est pour le début. Et puis après, au cours des années 80, donc ma peinture reste un peu dans ce type d'attaque comme ça, très immédiate de la toile, mais en même temps avec une figuration quand même très affirmée, très appuyée, et qui comment dire, s'imprégnait beaucoup d'exemples historiques. C'est-à-dire que moi, je suis assez éponge iconographique, et quand quelque chose me plaît, j'ai envie de le refaire. Et ça m'a jamais ennuyé, ça. C'est vrai que le modernisme s'est beaucoup construit sur la mythologie de l'originalité à tout prix. Et moi, alors là, l'originalité, ça m'a jamais du tout... je veux dire que je me suis jamais senti concerné. Moi, ce qui m'intéressait surtout au départ, c'était de faire, à la limite, étant mon premier spectateur, de faire quelque chose qui me plairait. Et si des artistes, des peintres m'intéressaient, j'avais aucun complexe pas à les copier, mais en tout cas à me les approprier. Alors, on pourrait comparer ça à une attitude un peu postmoderne, mais ce n'était pas du tout le cas, parce que ce n'était pas du tout théorisé comme peut l'être, c'était beaucoup plus intuitif que ce qu'on pourrait qualifier d'attitude postmoderne ou quoi que ce soit, qui sont d'ailleurs en plus sur lesquelles il est quand même un peu compliqué d'ailleurs de savoir exactement ce que cela recouvre, et théoriquement et pratiquement. Bon, voilà, donc une attitude comme ça très... oui, je dirais assez directe. Et matériellement, la peinture, il n'y avait aucune dilution, elle était très franche, on a beaucoup d'aplats de couleurs, beaucoup de contrastes, beaucoup de choses. J'ai été très, par exemple, influencé par un peintre comme Max Beckmann, donc on avait une peinture très noire, très contrastée, très... voilà, assez virulente, assez terrible aussi, assez horrible même parfois, énormément de... Bon, il faudrait quand même pas tous les revoir, ces tableaux-là, parce que beaucoup de déchets, beaucoup de choses, enfin bon, voilà, normal, quoi, un parcours. Et puis bon, j'ai comme ça à peu près jusqu'au début des années 90, et en fait, la fracture, pas vraiment une fracture, mais c'est vrai que c'est à peu près la seule fracture finalement, parce que moi j'ai quand même un travail à développement lent, c'est-à-dire il n'y a pas réellement d'à-coup dans mes tableaux, c'est-à-dire on ne va pas passer d'un coup d'une période ceci à une période cela, enfin on n'est pas sur des choses comme ça. Mais là, il y a eu vraiment, au début des années 90, je me suis dit, bon, soit tu continues à faire ta peinture comme tu l'as fait, mais globalement, finalement, toi, ça te plaît, tu es content, mais tu tombes carrément dans un truc autarcique, c'est-à-dire tu es, finalement, tu es ton propre spectateur, mais finalement, on fait quand même de l'art pour essayer de rentrer en communication avec autrui, quand même, malgré tout. C'est un vecteur de communication, l'art. Enfin, on peut... Ou alors on fait de l'art brut, mais bon, c'est très respectable également, mais on devient un singulier. Mais quand on essaye d'avoir quand même un début de conscience par rapport à sa propre pratique, on essaye quand même peut-être d'être en résonance quand même avec le monde dans lequel on est. Et là, je me rendais compte que j'étais en résonance avec moi-même, uniquement avec moi-même, quoi. Donc ça finissait par... tourner en rond. Et donc, une possibilité que je me suis donnée à ce moment-là, c'est de retravailler à partir de photos. Je l'avais fait très, très hâtivement au tout début, quand j'étais très, très jeune, parce que j'étais un peu influencé par le photoréalisme, hyperréalisme, qui avait pu exister à ce moment-là, dans les années 60, 70. Et donc, je réintroduis la photo, histoire et puis à ce moment-là, plutôt sur des motifs de paysage. Et tout simplement pour essayer de réintroduire une forme de réalité extérieure dans mon travail. Pour réinsuffler comme ça, essayer de le compliquer finalement. Puis de voir un peu, parce que finalement je m'étais lassé moi-même de mes propres figures, de ma propre manière. Et donc c'était une façon comme ça de réinsuffler peut-être un apport extérieur, quelque chose qui pourrait peut-être me remettre, pas sur les rails, mais en phase avec le monde. C'est un grand mot, mais en phase avec une réalité, en phase avec un réel, avec quelque chose. Voilà. Et c'est à partir du moment, parce que j'ai beaucoup parlé du travail d'après-photo, comment je trouve des documents, c'est à partir de ce moment-là
que ma peinture s'est redéveloppée alors pour aboutir à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce changement de cap à ce moment-là a été assez important, et même le changement de temporalité par rapport au travail sur les tableaux, c'est comme ça que petit à petit les choses d'ailleurs ont commencé un peu à se diluer, à transparaître plus qu'à être, enfin voilà. Et donc c'est un peu comme ça que ça s'est opéré. Et le rapport au cinéma, qui est très important dans votre travail. Oui, parce que... Vous avez cité beaucoup d'auteurs, la littérature aussi, le cinéma. Ouais. C'est vrai que j'aurais pu citer plus d'artistes proprement dit, plus de peintres ou même d'artistes, mais le cinéma, oui, moi c'est un peu la condition paradoxale d'être peintre aujourd'hui, c'est que c'est pas comme une époque où la peinture existait, une époque où il y avait peu d'images et peu de représentations, et où finalement, bon, hors de la sculpture ou de la peinture, finalement, bon, ou quelques autres formes globalement, mais tout passait un peu par ce biais-là. Alors que moi, j'ai grandi dans les années 60-70, j'ai vu plus de films que de tableaux. C'est pour ça aussi que le cinéma influence finalement, ça peut paraître un peu bizarre, cinéma finalement on dit beaucoup que le cinéma est influencé par la peinture. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont revendiqué des influences picturales. On cite souvent des peintres à propos de certains cinéastes. Il y a certains cinéastes qui sont plus picturaux que d'autres. Je trouve qu'Antonioni est très pictural, moi personnellement. Je vois souvent d'ailleurs ces films un peu parfois comme des photogrammes. D'ailleurs souvent l'action est un peu arrêtée, une espèce d'immobilité comme ça dans ces images. Et donc par contre je pense qu'en retour il s'avère que la peinture a été également, je pense, à la fin du XXe siècle beaucoup influencée par le cinéma. Même quelqu'un comme Bacon l'a été. Enfin bon, je veux dire, on a plein d'exemples illustres et majeurs. Même plus près de nous, on a un peintre comme Monori, par exemple, de la figuration narrative, qui, enfin bon, ne parle quasiment que de cinéma. Mais Bacon, c'est assez remarquable parce que sa peinture est quand même vraiment installée dans la modernité et en même temps dans les ruptures qui ont suivi l'après-guerre. Et c'est vrai qu'il est vraiment dans un rapport... on voit bien que, je veux dire, la peinture de Bacon n'existerait pas s'il n'y avait pas le cinéma. Même dans les représentations. Alors c'est toujours pareil parce que c'est un rapport ambigu en même temps, parce que c'est un rapport quand même à un moment donné à une image fixe, à une image forte. Parce que Bacon a beaucoup cité la nurse que l'on voit dans le cuirassé Potemkin. Je crois que c'est une nurse, enfin, il me semble, qui hurle, et notamment par rapport au cri, à la représentation du cri, parce que Bacon, c'est toujours confondant. Moi, je disais que je n'arrivais pas à peindre les têtes, et Bacon disait qu'il y avait beaucoup de mal, qu'il y avait des choses impossibles à représenter, donc je crois qu'il y avait le rire, il y avait notamment dans l'expression humaine le rire, le cri, et il y avait quelques exemples d'artistes qui avaient représenté le cri, mais bon, ça demeure une rareté. Bon, il y a quelques exemples magnifiques, évidemment. Mais Bacon, justement, a souvent parlé dans ses entretiens comme ça de ce type d'impossible, ce type de difficulté comme ça qu'on peut rencontrer. Et en même temps, oui, quand je dis le rapport au cinéma, il se passe souvent par le biais d'une image fixe. D'ailleurs, bon, j'ai parlé de La Jetée. La Jetée, c'est un film en image fixe, en dehors d'un plan, un film à un moment donné. Mais c'est en même temps une histoire, c'est en même temps une narration, c'est en même temps un récit. Un récit peut-être plus qu'une narration. Et donc ces récits sous-tendent aussi des fois des tensions qui sont dans mes tableaux, des formes d'humeur, des formes de rapport comme ça, une espèce de... Allez, on va parler d'ambiance, enfin de quelque chose, quoi. Et ça, c'est en rapport aussi avec le climat cinématographique, avec comment dire, le climat que peut instaurer un film parfois. Bon, moi j'aimerais bien si parfois mes tableaux pouvaient instaurer un climat comme certains films peuvent instaurer un climat, je serais très, très heureux de ça. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile aujourd'hui parce que nos modes de perception ont quand même changé, on est quand même beaucoup plus sensible à l'image mobile et c'est vrai que ce qui ne bouge pas est plus difficile à percevoir. En plus, quand c'est transposé en peinture, c'est-à-dire en plus un autre médium,
un médium qui est quand même très particulier, qui a ses caractéristiques propres, qui a une histoire et qui a en plus une histoire extrêmement lourde à porter. Voilà, c'est donc un peu... c'est plus difficile. Mais voilà, mais le cinéma, oui, bien sûr, c'est quelque chose de très très important dans le développement de mon travail. Okay. Yeah.